20 août 1989. Les policiers reçoivent un appel au milieu de la nuit. Lyle Menendez, 21 ans, hurle. What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. En arrière-plan, son petit frère Eric, 18 ans, est en larmes. Quand les policiers arrivent sur place, la scène est glaçante. José et Kitty Menendez ont été abattus à bout portant au fusil de chasse dans leur villa de Beverly Hills. Au début, on parle d'un règlement de compte. Puis l'enquête bascule et les regards se tournent vers les deux fils qui finiront par avouer avoir tué leurs parents. 1996. Après un premier procès sans verdict, les frères qui étaient promis à un avenir radieux sont reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Ce verdict cache de grosses zones d'ombre dans une famille qui, parfaite en apparence, aurait été un nid de violence, d'humiliation et d'agression sexuelle. En 2025, 35 ans après leur condamnation, le procès est rouvert pour que les frères puissent sortir de prison. Les frères Menendez auront-ils une chance de sortir? Pourquoi cette affaire continue-t-elle de hanter l'Amérique des années après? Qu'est-ce qui n'a pas été entendu à l'époque? Les frères sont-ils bourreaux ou victimes? Et la série Netflix dans tout ça, dit-elle la vérité ou une version arrangée? On plonge dans l'un des procès les plus choquants et médiatisés du XXe siècle, une histoire qui divise encore l'Amérique et qui pourrait bien connaître un nouveau chapitre. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate aux États-Unis et je décrypte l'actualité juridique. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, un commentaire, etc. pour m'aider dans le développement de cette chaîne. Avant de commencer ma vidéo, on va faire ma routine cheveux. Pour ceux qui me connaissent, ça fait plus de 1 an et demi que j'utilise Luxéol, mais aujourd'hui on va faire la gamme boucle. Je sors de la douche et je me suis fait d'abord le shampoing, faut l'utiliser comme un shampoing classique. Ensuite j'ai fait poser le masque, je le fais poser 2 fois par semaine juste après le shampoing pendant 5 minutes. Et maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est la partie curling. La première étape, c'est la crème de soin. Je l'applique sur toute ma longueur. La crème, ça va servir à dessiner les boucles et leur apporter de la souplesse. Et quand on remonte, on est censé entendre le petit squeak, squeak, squeak. Une fois que j'ai fini avec la crème de boucle, je passe à la gelée. On en met un peu, mais pas trop non plus. Ah! La gelée, c'est vraiment ce qui va venir fixer les boucles quand les cheveux ils vont sécher. Je sais pas s'il veut dire cruncher ou scruncher. J'attends que ça sèche et je reviens tout de suite. Et voilà, une fois que les cheveux sont séchés, j'aime vraiment trop leurs produits parce que j'ai une relation hyper particulière avec mes cheveux. Je les ai pas du tout acceptés pendant des années, je les lissais. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise avec mes cheveux. Donc franchement, merci infiniment à Luxéol. Mes cheveux ont tellement changé. Maintenant, ils sont en pleine forme. Je suis en train de retrouver petit à petit mes ondulations après les avoir lissés pendant 10 ans. Et ils ont également les formats voyage parce que dès qu'on voyage, on peut pas prendre tout notre attire et du coup on a les cheveux moches, ils ont tout prévu. Vous trouvez tous les produits en pharmacie, parapharmacie et sur luxéol.com. Et avec mon petit code promo, vous avez moins 30% sur tout le site Luxéol avec le code LENARYTB pour YouTube. Vous avez capté? Il y a le lien en description. Je vous invite vraiment à aller tester leurs produits et surtout leur gamme boucle. Et maintenant, c'est reparti pour la vidéo. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut d'abord remonter dans le temps et que je vous explique qui étaient leurs parents, quelle était leur famille et dans quel univers ont grandi Eric et Lyle. José Menendez est né à Cuba en 1944 et arrive aux États-Unis à l'âge de 16 ans sans rien. C'est un travailleur acharné qui a gravi les échelons assez rapidement jusqu'à devenir un CEO très respecté dans l'industrie du cinéma et de la musique à Los Angeles. À ses côtés, Kitty Menendez, son épouse, c'était une jeune femme américaine qui rêvait d'être actrice mais qui a rapidement mis de côté ses ambitions pour suivre son mari et sa famille. Ils ont 2 fils, Lyle Menendez, né en 1968, et Eric Menendez, né en 1970. Lyle et Eric grandissent donc dans une famille très aisée à Beverly Hills. Lyle est notamment acceptée à Princeton. Elle fait partie des fameuses Ivy League, donc les meilleures universités américaines. Quant à Eric, il est excellent en tennis. Il est classé parmi les meilleurs joueurs de son âge du pays. Sur le papier, tout semble parfait. 2 fils brillants, une villa à Beverly Hills, une grande carrière pour le père, un couple aimant, une famille qui incarne le rêve américain. Mais derrière l'image d'une famille modèle, la vérité est bien différente. José est un père extrêmement autoritaire, exigeant, dur, froid. Il impose un climat de peur et de contrôle dans sa famille. Il est obsédé par la réussite, par la discipline. Il pousse ses fils à être excellents, mais de manière violente, écrasante et humiliante. They fought all the time. Certainly they would be yelling and screaming, so they would have physical fights. Kitty, la mère, elle est très fragile, alcoolique, dépressive, constamment sous l'emprise de médicaments. Elle s'effaçait beaucoup derrière son mari et a été décrite par certains comme complice de par son silence. Là, il se fait rapidement virer de Princeton pour plagiat. De son côté, Eric, qui était décrit comme constamment humilié par son père, était très turbulent. Il a d'ailleurs fait plusieurs cambriolages dans Beverly Hills, alors que ses parents avaient énormément d'argent, donc ça prouve bien qu'il y avait un problème à l'intérieur.
La nuit du 20 août 1989, ce dimanche soir, à 22h, plusieurs coups de feu retentissent dans l'un des quartiers les plus riches et sécurisés de Los Angeles. À 23h47, la police de Beverly Hills reçoit un appel. Lyle, le grand frère Menendez, est au téléphone. On l'entend hurler. What happened? Came home and found 2 shots. Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Quand la police arrive, la scène est d'une violence inouïe. José Menendez a été abattu d'une balle dans la tête. Kitty Menendez, elle, a reçu énormément de balles dans son corps. Il y a du sang partout, les cadavres sont dans un état particulièrement brutal et sanglant. À l'époque, Eric avait 19 ans et Lyle en avait 21. Il raconte à la police qu'ils venaient de rentrer du cinéma et qu'ils ont trouvé leurs parents dans le salon dans cet état-là. Ils sont en larmes, hystériques, désemparés, et face à leur détresse et à leur statut de bonne famille, les enquêteurs ne pensent même pas à les soupçonner comme potentiels coupables. What happened? Il faut vraiment que vous compreniez le contexte. Beverly Hills, à l'époque, c'était l'un des quartiers les plus riches de Los Angeles et des États-Unis de manière générale. C'est l'adresse de toutes les stars du cinéma, de tous les grands patrons. C'est pas là qu'on a l'habitude d'avoir des coups de feu. Et ça semblait dans un premier temps absurde pour les policiers de penser que ça aurait pu être les fils qui auraient fait ça. Les enquêteurs sont plutôt partis sur des pistes de règlement de compte de la part de la mafia, parce que le père, comme c'était quelqu'un de très important, il avait sûrement des ennemis. Les funérailles des 2 parents ont lieu dans le New Jersey. Eric et Lyle apparaissent effondrés, avec des passages rapides allant de rire aux larmes. De retour à Los Angeles, les frères reprennent un train de vie de luxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils s'achètent des Porsche neuves, ils dépensent des milliers de dollars dans des montres, des vêtements, ils voyagent aux Caraïbes, en Europe, ils font la fête, et en l'espace de quelques mois, ils ont dépensé près d'1 million de dollars. Et là, les premiers soupçons ils commencent à arriver. Disons que les 2 frères étaient censés avoir perdu leurs parents dans des circonstances absolument horribles, et au lieu d'être en deuil, ils étaient en train de vivre leur best life. Ils ont découvert qu'il y avait des fichiers familiaux liés au testament qui ont été supprimés. Quelques semaines après le drame, le meilleur ami d'Eric dévoile aux enquêteurs que Eric lui aurait avoué avoir tué ses parents. Did he, at that point, tell you that they were shotguns, or did he just say guns? Just guns. Did he indicate to you where Lyle was with these guns? Outside. So it's your understanding that they came from the outside and came back inside and then entered the family room? Correct. Les policiers décident alors de mettre Craig sur écoute pour qu'il aille voir Eric pour pouvoir enregistrer les aveux d'Eric. Ils vont alors déjeuner tous les deux. Craig reparle du crime pour essayer de faire avouer Eric, mais Eric nie tout en bloc, s'énerve et dit totalement le contraire. Donc même si ça aide pas les policiers, ils sont quand même encore plus alertés sur la situation. Le 31 octobre 1989, Eric va voir son psychologue, Dr. Ozil, lui expliquant qu'il a des idées suicidaires. Au cours de cet entretien, il avoue à son psy qu'il a tué ses parents avec son frère. Dr. Ozil fait immédiatement venir le 2e frère pour pouvoir avoir une discussion avec les deux. Et suite à ça, il commence une espèce de thérapie avec les 2 frères pour comprendre pourquoi ils ont tué leurs parents. Mais le Dr. Ozil, il est un peu louche. Déjà, c'était le psy de la famille entière et il avait signé certains papiers avec le père des garçons, disant que quoi que les garçons disent, il irait le dire au père et qu'il ne croirait que le père, etc. Enfin bref, déjà c'est pas très éthique venant d'un psychologue. Après les aveux des garçons, Dr. Ozil est allé tout raconter à sa maîtresse. Il a donc violé le secret médical. Et enfin, il décide d'enregistrer toutes ses sessions avec les 2 frères, indiquant que c'était parce qu'il se sentait en danger et donc c'était pour se protéger. Je trouve ce psychologue un petit peu louche, mais près de 6 mois plus tard, en mars 1989, il se sépare de sa maîtresse en très mauvais termes et suite à ça, sa maîtresse s'est rendue au commissariat pour tout raconter. Et c'est cette histoire d'amour qui fera basculer le destin des 2 frères. Quelques jours plus tard, le 8 mars 1990, là il est arrêté dans sa maison à Beverly Hills. Eric, qui était alors en voyage à Israël, apprend la nouvelle et il rentre de lui-même à Los Angeles pour se rendre auprès de la police. Le 11 mars 1990, Eric est donc arrêté à son tour à l'aéroport de Los Angeles, LAX. Je l'ai tellement saigné cet aéroport. Eric et Lyle sont donc enfermés ensemble dans une prison de Los Angeles. Mais très vite, les autorités ils vont se rendre compte que c'est un peu étrange que les 2 frères soient enfermés ensemble pour l'enquête, et donc ils vont décider de les séparer. Mais il y a un problème majeur qui bloque l'enquête, et ça concerne les cassettes du docteur Ozil. Je vous rappelle que leur psychologue avait enregistré toutes leurs séances pendant 6 mois dans lesquelles ils avouaient leurs crimes, ils expliquaient pourquoi, etc. Or, aux États-Unis, tout ce qui se dit entre un patient et un thérapeute, ça relève du secret professionnel,
criminel et donc ça peut pas être demandé au tribunal. Mais en août 1990, un juge a tranché en décidant que ces cassettes pouvaient être admises au tribunal comme preuve. Et il a justifié ça par l'exception du patient dangereux. Cette règle, elle permet de lever le secret professionnel lorsque le patient représente un danger pour lui-même ou pour les autres. Et donc à ce moment-là, le psychologue, il a le droit de révéler ce qui est dit, donc de briser le secret professionnel. Ici, la justification, c'est que Dr. Ozil, il explique avoir été menacé par Lyle Menendez. Donc en fait, quand Eric est venu chez lui en larmes, en expliquant qu'il avait des idées suicidaires et en lui avouant qu'il avait tué ses parents. Suite à ça, le docteur Ozil a appelé Lyle en disant « Viens, voilà ce qui s'est passé, je suis au courant, maintenant on va discuter ». Lyle aurait été très agressif, selon docteur Ozil. Lyle nie. Et donc cette menace, elle a fait tomber la protection habituelle du psychologue et c'est ça qui a permis que les cassettes soient admises au tribunal. Mais les avocats de Lyle et Eric font appel, l'appel confirme, mais c'est emmené devant la Cour suprême de Californie et c'est seulement 2 ans après, en 1992, que la Cour suprême de Californie tranche. Ces cassettes seront admises au tribunal. Ce blocage des cassettes, il a entraîné un très gros retard de la procédure. Le 11 décembre 1992, Lyle et Eric Menendez ont été inculpés officiellement pour double meurtre au premier degré avec une circonstance aggravante qui est lying in wait. Lying in wait, ça peut être traduit par embuscade en français, c'est en fait attendre quelque part pour pouvoir tuer la personne. Quand quelqu'un est inculpé aux États-Unis, ça veut dire qu'on lui lit officiellement pourquoi il va être poursuivi au tribunal. Et dans la loi américaine, il y a plusieurs degrés de meurtre. Il y a des meurtres du premier degré, meurtre du second degré, homicide volontaire, homicide involontaire, donc c'est du plus grave au moins grave. Chaque fois qu'on passe un échelon, on peut avoir une peine de prison plus importante. Et donc là, les frères, ils vont être poursuivis pour meurtre de premier degré, ça veut dire que c'est le plus grave. C'est en fait un meurtre avec préméditation et avec une circonstance aggravante qui est lying in wait. Et cette circonstance aggravante, elle est hyper importante parce que ça rend les accusés, donc les frères Menendez, éligibles à la peine de mort. En Californie, la peine de mort, elle peut être demandée pour les meurtres au premier degré avec une circonstance aggravante. Une fois qu'on lit à l'accusé ce pourquoi il est poursuivi, ce qu'on lui reproche, l'accusé, il décide de plaider coupable ou non coupable. Les frères Menendez ont plaidé non coupable, c'est-à-dire qu'ils disent non, on n'a pas fait ça. Et donc maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi cette procédure elle a été bloquée pendant 3 ans. C'est parce qu'en fait les procureurs, donc les avocats de l'État, ils attendent de voir tous les éléments de preuve qu'ils vont pouvoir prendre en compte pour savoir s'ils vont poursuivre pour meurtre de premier degré, meurtre de second degré, homicide volontaire, homicide involontaire, etc. Parce qu'en fonction des preuves qu'ils auront, ils savent s'ils arriveront à prouver certains critères, puisque plus le meurtre est grave, plus les critères sont durs à remplir. Voilà pourquoi ils ont dû attendre la décision concernant les cassettes. Le juge Stanley Weisberg va décider qu'il y aura 2 jurys séparés, un pour Lyle et un pour Eric. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans un procès, il y a 12 personnes qui sont tirées au sort parmi les citoyens. Elles vont assister à tous les témoignages, etc. Et à la fin du procès, ils vont délibérer et ils doivent se mettre d'accord à l'unanimité pour savoir si la personne est coupable ou non. Et là, les frères, ils vont être jugés séparément. C'est-à-dire que comme l'un a tiré sur un parent, l'autre a tiré d'une manière, l'un a cette histoire, l'un a l'autre histoire, etc. Si ça se trouve, l'un pourra être condamné et pas l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Et le juge a décidé qu'il y ait 2 jurys différents parce que parfois il y a des preuves qui vont être acceptées pour un frère et rejetées pour l'autre, et pour que le jury ne soit pas biaisé, il sortira de la pièce si la preuve elle est refusée pour un jury et il re-rentrera après. La sélection des jurys a duré 6 semaines. C'est très très long. Les 12 personnes qui sont tirées au sort dans les citoyens doivent être totalement neutres. Donc les avocats de la défense et les procureurs, ils vont poser plein de questions à tous les jurys qui ont été tirés au sort un par un pour s'assurer qu'ils vont être complètement neutres, qu'ils n'ont pas eu une expérience dans leur vie qui ferait qu'ils seraient biaisés, etc. Et si l'une des 2 parties ou le juge pense qu'il ne sera pas neutre, il peut lui demander de le supprimer et il y aura une autre personne tirée au sort aussi qui le remplacera. Et donc ça peut être très long jusqu'à ce que les avocats de la défense, les procureurs et le juge estiment que les 12 personnes sont neutres. Et là, comme cette affaire a été extrêmement médiatisée, trouver quelqu'un qui était neutre et qui allait être prêt à ne se baser que sur ce qu'il allait voir au procès pour pouvoir juger, c'était long et dur. C'est pour ça que ça a duré si longtemps. Et le procès a donc commencé le 20 juillet 1993. C'est un événement dans tous les États-Unis parce que c'est l'une des premières fois qu'un procès américain va être entièrement filmé et retranscrit à la télé en direct. Pour que vous compreniez bien la dinguerie que c'était à l'époque, le procès il va durer 6 mois et pendant 6 mois,
tous les jours, à la télé, le pays entier va regarder les témoignages un par un des frères, de tous les témoins, etc., des preuves en direct. C'est comme si vous étiez dans la salle d'audience. Ça devient limite une télé-réalité en fait à l'époque. Il y a un engouement dans le monde entier, toutes les chaînes télévisées en parlent, il y a des sketchs concernant ces procès-là. C'est vraiment l'événement des États-Unis pendant 6 mois, tous les jours. Durant ce procès, la stratégie des procureurs, elle était claire. Pour les procureurs, donc ceux qui représentent l'État et ceux qui poursuivent les deux frères Menendez, il ne s'agit pas d'un drame familial, mais d'une exécution froide, minutieuse, préparée par les deux fils pour de l'argent. Ils soulignent l'achat des fusils 2 jours avant le crime. Donc selon les procureurs, c'était bien un crime préparé et non pas quelque chose pour se défendre. Alors déjà, évidemment, ils ont fait écouter les cassettes du Dr Ozil dans lesquelles les frères Menendez avouent avoir tué leurs parents. En plus de ça, ils parlent des fusils qu'ils ont achetés 2 jours avant le crime. Les procureurs, ils ont également énormément parlé de la scène de crime qui a été absolument horrible, extrêmement violent. Ils ont tiré plusieurs fois. La mère, elle est morte un petit peu après et ils ont retiré sur elle pour l'abattre, même après avoir tué le père. C'était un crime extrêmement brutal et en fait selon les procureurs ça prouverait que ce sont des personnes très dangereuses et psychopathes. Et ensuite il y a eu toute une histoire autour du testament, comme quoi ils auraient tué leurs parents pour toucher leur assurance vie et tout leur argent. Ils ont également beaucoup insisté sur le fait que les frères, juste après la mort de leurs parents, ils aient dépensé des centaines de milliers de dollars pour faire la fête, pour s'acheter plein de trucs, etc. Et que s'ils étaient vraiment très tristes et qu'ils voulaient pas tuer leurs parents, ils l'auraient peut-être un petit peu plus manifesté. Voilà grosso modo tout ce qu'ils ont essayé de mettre en avant dans le procès. Du côté de la défense, il y a 2 avocates. Une avocate pour Lyle, qui s'appelle Jill Lansing, et une avocate pour Eric, Leslie Abramson. Leslie Abramson, elle va vraiment marquer les esprits, on parlera beaucoup d'elle. En fait, elle est connue pour défendre ses clients de manière acharnée, et les 2 avocates, elles vont plaider pour la légitime défense. Because the origin of this killing was a lifetime of abuse at the hands of those same parents. Dès le départ, la défense, elle ne va pas nier l'évidence. Oui, les frères Menendez ont bien tué leurs parents. Mais selon les avocates, ce n'est pas un crime motivé pour l'argent, c'était un acte de survie. Durant des jours et des jours, Lyle, le grand frère, va prendre la parole en expliquant qu'il a essayé de protéger son petit frère. Et c'est à ce moment-là que l'Amérique va découvrir une toute autre version de l'histoire. Lyle et Eric Menendez racontent à leur tour avoir été élevés par leur père depuis qu'ils sont tout petits. Lyle, le grand frère, va expliquer à la barre que dès l'âge de 6 ans, son père l'a touché ses parents puis le de ses 6 ans à 9 ans, de manière très régulière, en rentrant de l'entraînement de tennis, lorsqu'il se douchait, lorsque le père était contrarié. I was afraid, and my dad didn't want me to. He just said that it was our secret. He'd have a tube of Vaseline, and he just played with me. He'd rape me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Were you scared? Very. Did you ask him not to? Yes. À 9 ans, après que Lyle ait insisté auprès de son père pour qu'il arrête, son père a alors commencé à violer son petit frère, Eric. Okay. My dad. You telling Lyle what? My dad had been molesting me. Et Eric, de ses 6 ans à ses 18 ans, il se faisait violer toutes les semaines par son père. How long did that go on? 12 years. Did you do something to your brother? Yes. I took him out to the woods. I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. And I'm sorry. Leurs voix tremblent, ils sont en larmes, leurs mots sont crus, c'est insoutenable. Dans la salle d'audience, le silence est total. Sex was a punishment? Yes. I hated it. I hated it. I hated it. Les témoignages durent des mois et des mois. On apprend également que la mère, elle savait depuis le début. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. What did your mom say? She told me to stop it. And that I was exaggerating.
And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. Il y a également énormément de proches de la famille, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, qui viennent à leur tour de rôle expliquer qu'ils n'ont jamais vu des parents aussi horribles. En fait, les semaines s'enchaînent et il n'y a pas une seule chose de positive qui est dite sur les parents. Ils expliquent les punitions de torture qui étaient faites aux enfants dès leur plus jeune âge, à quel point les deux frères ont grandi dans un environnement où leur père les insultait constamment, les tabassait. La mère leur aurait dit qu'elle voulait les empoisonner une fois, qu'ils auraient brisé leur vie. En fait, ces enfants, ils ont grandi dans la violence constante et les seuls moments où les frères sentaient que leur papa les aimait, c'était le moment où leur père les violait. Et il leur disait que s'il le disait à quelqu'un, tout s'arrêterait, mais surtout s'il le disait à quelqu'un, il les tuerait. That bad things would happen to me if I told anybody. Just generically, what violent things did he do? He threw me on the bed and went to get a knife and put it at my throat. Put the knife to your throat. Yes. Les deux frères, ils avaient un rapport très différent avec leur père et leur mère. Lyle, le grand frère, c'était la personne qui était très fière, qui voulait ressembler à son père, qui avait beaucoup de caractère, qui se faisait pas marcher dessus, etc. Eric, en fait, c'était vraiment la proie de son père. C'est lui qui se faisait violer constamment toutes les semaines par son papa. Il était très renfermé, très timide. Il était vraiment dans l'ombre de sa famille et de son grand frère et ils avaient pas du tout le même profil tous les deux. Le père, il trompait la mère, il avait une double vie depuis des années, 8, 10 ans. La mère, du coup, elle était hyper dépressive, elle détestait son mari puisque son mari, il allait voir ailleurs, elle était alcoolique, elle supportait pas ses enfants. Les témoignages décrivent vraiment une vie de famille chaotique. Eric, lui, il tenait parce qu'il se disait, quand j'aurai 18 ans, j'irai à l'université, à l'autre bout du pays, et je verrai plus mon père, et mon père ne me violera plus. Lorsqu'Eric a eu 18 ans et que l'été est arrivé, son père lui a dit, tu ne partiras pas de la maison, tu iras à UCLA, qui est une université à Brentwood, donc juste à côté de Beverly Hills, et tu resteras avec moi. And what did you expect? I was going to go to college. Did you, over the course of the preceding 3 years, ever consider killing yourself? Yes. And he was going to be telling me that I was going to be living at home and that basically the sex was going to continue. Well, what did you consider? I considered just killing myself. Had you ever told Lyle? No. Son père, il voulait que son fils reste à la maison puisqu'il voulait continuer de violer son fils toutes les semaines. Lorsque Eric a cette discussion avec son père où il s'engueule et son père lui dit qu'il restera à la maison, Eric, en larmes, va voir son grand frère et pour la première fois de sa vie, il se confie. Là, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, je comprends pas. » Eric lui avoue qu'il se fait violer par leur papa depuis qu'il a 6 ans. Sauf que là, Lyle, il tilt, il se dit « Attends, en fait, moi, quand mon papa il me viole, et que je lui ai supplié d'arrêter, etc. Et suite à ça, il a arrêté. Il n'a pas arrêté, il a juste changé de cible et il est allé vers mon petit frère. Et il lui a fait subir ça depuis 12 ans. Donc là, Lyle, il est rentré dans une colère noire. Il est allé confronter son père. I knew everything that was going on between him and Eric and that it had to stop and that it had to end. Le père, il lui a répondu « What I do with my son is none of your business. » And he said, I warn you, don't throw your life away. Just stay out of it. I told him that I would tell everybody I would tell everybody everything about him. That I would tell the police and that I would tell the family. Eric, ça fait 12 ans que son père, il lui dit « Si tu dis quelque chose à quelqu'un, je te tue. » Ils ont été menacés de mort un nombre de fois incalculable par leurs parents. Ils se font tout le temps frapper. Il y a une violence extrême. Il y a de l'abus psychologique. Ils ont grandi avec de la haine. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Cette altercation-là avec les parents, elle a eu lieu 4 jours avant le meurtre. Ne se sentant absolument pas en sécurité. I thought we were in danger. I thought he felt he had no choice. But to what? That he would kill us. That he would get rid of us in some way. Les frères, ils se sont dit, on doit pouvoir se défendre. Et ils ont donc témoigné qu'ils sont allés acheter des fusils à ce moment-là. 2 jours plus tard, le soir du meurtre, les 2 frères disent à leurs parents qu'ils veulent aller au cinéma. Et lorsqu'ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient aller au cinéma, les parents, ils ont dit non. My mom said that we're not going out tonight. And then my father came out of the room. He told my mom to shut up. And then he told Lyle that he wasn't going out tonight and he told me to get up to my room. And I thought I was going to die. Et c'est à ce moment-là que les frères ils se sont dit mais là s'ils veulent pas qu'on aille au cinéma, c'est parce qu'en fait c'est le soir où ils veulent nous tuer. On va mourir ce soir, il faut qu'on se protège et c'est à ce moment-là qu'ils seraient descendus et auraient tiré sur leurs parents.
Et donc la stratégie des avocats, ça va être de plaider l'imperfect self-defense. La légitime défense, c'est lorsque quelqu'un est en danger imminent de mort et qu'il n'a pas d'autre choix pour se défendre. L'imperfect self-defense, c'est de la légitime défense imparfaite. C'est lorsque quelqu'un tue en croyant très sincèrement qu'il était en danger imminent de mort. Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas en danger imminent de mort, et lui, il était persuadé qu'il l'était. Si la légitime défense imparfaite est reconnue, alors la personne n'est plus condamnée pour meurtre de premier degré, mais ça descend à manslaughter. Or, aux États-Unis, si on est condamné pour du voluntary manslaughter, on risque jusqu'à 11 ans de prison. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça diminue, mais de manière énorme, la peine maximale qui pourrait être prononcée. On parle d'une différence énorme, c'est-à-dire qu'on parle de 11 ans de prison ou la peine de mort. Donc, en fait, l'argument de la défense, c'est de dire que ce soir-là, il pensait que les parents allaient les tuer à cause de tout ça, et c'est pour ça qu'il serait descendu et leur aurait tiré dessus. Ces révélations qu'il y a eu pendant des mois et des mois, elles ont été visionnées par le pays entier. Et donc ces révélations, elles divisent le pays. Il y a une partie du pays qui dit que finalement, c'était des victimes, ils ont subi toute leur vie et ils essaient juste de se sortir de cette situation dans laquelle ils se sentaient en danger. Et il y a toute l'autre moitié du pays qui se moque d'eux. Et donc en fait, énormément de personnes ne les croient pas, disent qu'ils inventent pour donner une justification à leurs crimes. On n'a également pas l'habitude de voir des hommes en larmes, montrer leur sensibilité, etc. On est dans une autre époque. Et donc les gens se moquent d'eux dans les plus grosses émissions des États-Unis, Saturday Night Live, SNL, sur les plateaux télé. Le procès se termine. Et lorsque le procès se termine, les jurys doivent donc délibérer. Les deux jurys sont allés dans des pièces séparées et doivent discuter entre eux pour se mettre d'accord sur un verdict. Les jours passent, les semaines passent et personne n'arrive à se mettre d'accord. On a appris que les membres du jury qui étaient des hommes votaient tous pour reconnaître la culpabilité des deux frères pour le meurtre de premier degré, et les femmes votaient toutes contre. C'est quand même intéressant de voir ça. En fait, les femmes, elles étaient prises d'empathie pour les frères Menendez après avoir entendu leur histoire, et les hommes, pas du tout, au contraire. C'est ça qui est fou. Après des semaines et des semaines et des semaines de délibération, le 29 janvier 1994, le verdict tombe. Les jurys n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à trouver l'unanimité. Ils n'arriveront pas à revenir sur leur position parce que plus les jours passent et plus ils sont chacun convaincus de leurs arguments. On appelle ça un hung jury et ça veut dire qu'on doit refaire un nouveau procès. Les frères retournent en prison et un nouveau procès se prépare. 1 an et demi après, l'ambiance est totalement différente. Le juge veut absolument avoir un verdict. Il est hors de question qu'il se retrouve avec un deuxième mistrial. Il n'y aura donc qu'un seul jury, ça limite les chances que les personnes ne se mettent pas d'accord. Et le 11 octobre 1995, après 6 semaines de sélection du jury, le procès peut commencer. L'ambiance est totalement différente. Le juge est beaucoup plus dur. Il n'y a pas de caméra, rien ne sera retranscrit à la télévision. On ne veut plus d'un procès médiatique, on veut que ce soit efficace et que ça avance. En plus, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que entre le premier et le deuxième procès, il y a eu l'affaire O.J. Simpson. Pour ceux qui ne savent pas, très rapidement, O.J. Simpson, c'était un footballeur américain qui est accusé d'avoir tué sa femme. Et malgré énormément de preuves qui allaient contre lui, il a été reconnu innocent. Et ça a choqué énormément de personnes dans le pays. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils n'avaient plus confiance en le système judiciaire, que de toute façon, quand tu étais riche, tu pouvais t'en sortir. Et ça a été vraiment un très gros moment de l'histoire judiciaire américaine. Et forcément, ça a eu un impact dans le procès des Menendez. La team de la défense change. Une des deux avocates, Jill Lansing, se retire et ne veut pas à nouveau représenter les frères. Elle sera donc représentée par un autre avocat, mais finalement ce sera Leslie Abramson qui prendra le lead et qui sera la main figure des deux frères. La défense souhaite repartir dans la même stratégie que dans le premier procès. Raconter la vie des frères, expliquer le cadre dans lequel ils ont grandi pour pouvoir expliquer le meurtre et partir sur la thèse de la légitime défense imparfaite. Le juge tranche net. Même si ces éléments sont choquants, il n'explique pas directement l'état d'esprit des deux frères au moment où ils ont tiré. Le juge veut éviter une sorte de procès posthume des parents. Il va interdire tout témoignage concernant la vie des frères et se focaliser sur la question centrale. Les frères Menendez étaient-ils réellement en danger de mort le soir du 20 août 1989 ? Comment c'est possible que le juge y fasse ça ? En fait, le juge aux États-Unis, c'est lui qui doit garantir un procès équitable. Ça veut dire que les jurés doivent baser leurs arguments uniquement sur les preuves qui leur sont présentées au moment du procès. Les seules preuves qui peuvent être admissibles au procès, c'est des preuves qui sont pertinentes pour aider au raisonnement, à savoir si oui ou
ou non il y a légitime défense ou pas. Or ici, le juge estime que si on admet toutes les preuves de l'enfance des deux frères, ça va influencer le jury en les prenant par les émotions et du coup ça les rendrait pas forcément objectifs dans leur analyse si oui ou non à ce moment-là précisément ils étaient en danger de mort ou pas. En gros, le juge demande au jury de se concentrer uniquement sur les faits liés au crime. Mais vous vous doutez bien que ce crime-là, il résulte de 18 et 21 ans d'abus et d'agression, qu'il y a tout un contexte qui est super important, il n'y a plus aucune défense possible. Ce procès, il va aller beaucoup plus rapidement, il aura rien à voir avec le premier, il y a personne qui pourra être entendu, et donc en fait, il y en a plein qui vont dire que la défense, elle a pas pu vraiment faire son travail. Le procès se finit, et juste avant que les jurys aillent délibérer, c'est le moment où le juge doit leur donner toutes les instructions. Il doit leur donner toutes les définitions, tous les critères qui rentrent dans la loi, voilà ce que vous devez trouver pour dire si oui ou non il y a eu un meurtre. À ce moment-là, le juge il leur dit, vous n'allez pas vous baser sur est-ce que oui ou non il y a eu de la légitime défense imparfaite, vous allez vous baser sur est-ce qu'il y a eu de la légitime défense. C'est-à-dire qu'il écarte la demande de la défense de se baser sur la légitime défense imparfaite. Il dit non, là je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments qui ont été réunis pour qu'on puisse partir sur la théorie de la légitime défense imparfaite. Donc ça va être soit les frères ont agi en légitime défense totale, c'est-à-dire qu'il y avait un véritable danger de mort imminent, et alors là dans ces cas-là, ils sont pas reconnus coupables de meurtre. La légitime défense, ça annule toute condamnation pour le meurtre, que ce soit homicide, manslaughter, meurtre de premier degré, ça annule tout. Soit ils sont coupables de meurtre de premier degré avec aggravation. C'était soit tout, soit rien. Au vu de tous les témoignages qui ont été supprimés et du peu d'arguments qui a pu être montré de la défense, évidemment, ça a été très rapide. Et le 20 mars 1996, le verdict tombe. Le jury, à l'unanimité, a reconnu coupables les deux frères Menendez de meurtre au premier degré avec préméditation et avec embuscade. Une fois que quelqu'un a été reconnu coupable, on rentre dans la penalty phase. C'est la phase où on va déterminer la durée de la peine. Donc maintenant qu'ils sont coupables, qu'est-ce qu'on leur donne? Et en Californie, lorsque quelqu'un est reconnu coupable de meurtre de premier degré avec préméditation, blablabla, il y a le choix entre deux choses. Soit la peine de mort, soit la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lyle et Eric Menendez ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a zéro chance de sortie pour eux. C'est-à-dire que les deux frères qui ont été violés toute leur vie, tabassés toute leur vie, humiliés toute leur vie, dans leur début de vingtaine, ils sont enfermés en prison et ils y resteront jusqu'à la fin de leur jour. Vous savez ce qui est le plus horrible dans cette histoire, je trouve, c'est que les deux frères, ils étaient très proches. Là, il a toujours pris sous son aile son petit frère, ils se sont toujours soutenus l'un l'autre, etc. Suite à la condamnation, ils ont fait un interview en expliquant que voilà, maintenant leur seul souhait c'est d'être emprisonnés ensemble dans la même prison et avoir quelque chose au moins de un minimum, comment expliquer, positif. Il y a eu une décision qui a été prise, ils ont été enfermés dans deux prisons différentes de Californie. Je trouve ça inhumain. Qu'est-ce qui s'est passé pendant leur vie carcérale? Alors bien sûr, ils ont fait appel, ça a été rejeté. Ils ont demandé à aller jusque dans la Cour suprême, donc l'instance tout en haut pour contester, ça a été rejeté. Ils ont obtenu des diplômes. Là, il s'est engagé dans la lutte contre les violences sexuelles faites sur les hommes. Eric, il s'est mis à peindre, beaucoup peindre. Tout ça au sein de la prison, mais ils ont vraiment essayé d'avoir une vie dans la prison. Leur comportement, il a été décrit comme bon. Lyle, il s'est marié 2 fois. Une fois en 1996, mais il divorce en 2001 après qu'elle ait découvert qu'il parlait à une autre femme. Et ensuite, il s'est marié en 2003 avec une journaliste et avocate. Eric, de son côté, il s'est marié en 1999 avec une femme qui était veuve et mère d'une fille. Il a d'ailleurs publié un livre en 2005 racontant leur relation. Et ils sont toujours mariés aujourd'hui. Alors, ils sont jamais sortis de prison, hein. C'est juste qu'ils ont reçu énormément de lettres de femmes à ce moment-là. C'était des jeunes garçons très beaux. Il y a plein de femmes qui se sont pris d'empathie pour eux, etc. Et en fait, petit à petit, ils ont commencé à créer des relations épistolaires. Elles sont allées les voir au parloir, etc. Ils sont tombés amoureux. Et en fait, tu peux te marier dans la prison. C'est assez fou. Et bien sûr, pendant toutes ces années, ils se sont battus pour pouvoir essayer d'être enfermés dans la même prison. Au fur et à mesure des années, les gens, ils ont commencé à parler de plus en plus des abus sexuels faits sur les hommes. Il y a eu également le mouvement MeToo qui a commencé à se développer. Et en fait, petit à petit, il y a eu une reconnaissance des victimes des abus sexuels. Et aujourd'hui, la société, elle a complètement évolué. On réagit pas du tout pareil face à quelqu'un qui est une victime d'abus sexuels que dans les années 90, où c'était plus l'omerta, on se tait, on s'en moque, on n'en parle pas, on ridiculise la personne et on l'écoute pas. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que si ces personnes avaient été jugées aujourd'hui, ça aurait été différent? Moi, je pense que oui. Je pense vraiment que la société, elle a complètement changé et que, mine de rien, les jurys, c'est 12 personnes qui se sont tirées au sort dans la société et je pense qu'ils auraient voté différemment aujourd'hui.
aujourd'hui. Après, c'est que mon avis et de toute façon, on ne le saura jamais. En 2018, les juges ont pris la décision de rassembler les deux frères dans la même prison. Petit à petit, sur les réseaux sociaux, énormément de gens ont commencé à reparler de cette affaire. Il y a eu des trends TikTok, il y a beaucoup de personnes qui ont repartagé les extraits des témoignages des deux frères durant leur premier procès. Tout ça relance vraiment le débat sur la place publique. En plus, en 2023, la défense, elle produit deux nouveaux éléments. Un, c'est une lettre que Eric avait écrite en 1988, donc 2 ans avant de tuer ses parents, dans lequel il écrit à son cousin et il explique que son papa le violait, etc. Et cette lettre, elle a été retrouvée dans les archives familiales. Elle n'avait pas été présentée au procès puisqu'elle n'avait pas encore été découverte, donc c'est un nouvel élément de preuve. En plus, en 2023, Peacock, ils sortent un documentaire qui s'appelle Menendez plus Menundo, Boys Betrayed. Et dans ce documentaire diffusé en mai 2023, il y a Roy Rossello, qui est un ancien membre d'un groupe de musique qui s'appelle Menundo. Il a révélé avoir été drogué et violé par José Menendez en 1983 lorsqu'il n'avait que 14 ans. Suite à ça, en mai 2023, la défense, ils ont déposé un habeas corpus, c'est-à-dire que lorsqu'on a des nouveaux éléments de preuve qui sont découverts après une condamnation, on peut demander d'être rejugé en prenant en compte les nouveaux éléments qu'on ne connaissait pas au moment du procès. En parallèle de cette demande de la défense, il y a le procureur général de la région de Los Angeles qui va demander au juge de modifier la sentence des Menendez et je vous explique comment c'est possible. Les procureurs qui sont les avocats de l'État. Dans chaque région, le chef de tous ces procureurs, c'est le procureur général. Et le procureur général, il est élu par les citoyens. Donc en fait, c'est trop bizarre parce que les procureurs, ils font aussi de la politique du coup. Le procureur général qu'on va élire, il va avoir un impact puisque s'il va être très sévère par exemple, il va y avoir énormément de condamnations de prison. S'il est beaucoup moins sévère, les procureurs qui sont sous lui, ils vont demander des peines de prison moins lourdes de manière générale. Ils vont suivre un peu ses directives. En 2024, le procureur général, c'était Georges Gascon. Et Georges Gascon, il était très connu pour être pas très strict, on va dire. Gascon, quand il était procureur général du district de Los Angeles, il avait une politique de resentencing, c'est-à-dire qu'il a fait tout un travail de révision des peines de prison à vie qui ont été faites il y a très longtemps, en prenant en compte maintenant la société actuelle, les lois actuelles, etc. Il a fait toute une campagne par rapport à ça. Le 24 octobre 2024, dans une lettre ouverte, il demande au juge de réévaluer et de resentence les frères Menendez. Ça veut pas dire qu'il va y avoir un nouveau procès qui va s'ouvrir, etc., qu'on va savoir s'ils vont être coupables ou non. Ils sont toujours reconnus coupables, mais c'est juste réévaluer la durée de la peine qui leur a été attribuée en prenant en compte les mœurs d'aujourd'hui, la culture, les lois actuelles. Et dans sa lettre ouverte, il dit ces personnes-là, elles ont été condamnées il y a plus de 35 ans. On sait ce qu'elles ont traversé et ce qu'elles ont vécu. Et au vu de la société actuelle, je pense que c'est important de réévaluer la durée de leur peine et de savoir si aujourd'hui c'est vraiment acceptable d'avoir une peine aussi lourde au vu de toutes les circonstances. Sauf que on n'est pas dupe. Il a demandé ça le fin octobre 2024. Début novembre 2024, il y avait les élections pour les nouveaux procureurs généraux. Donc en fait, il y a pas mal de personnes qui ont dit que c'était un peu un mouvement politique, étant donné qu'il y avait la série Netflix qui était sortie, les documentaires, il y avait toutes les trends sur les réseaux, les gens recommençaient à parler de cette histoire en disant que c'était absolument choquant. Il s'est dit, tiens, si je vais demander à modifier leur peine, peut-être que j'aurai plus de personnes qui vont voter pour moi. Il n'a pas été réélu. Et donc en novembre 2024, c'est Nathan Hochman qui est le nouveau procureur général. Et Nathan Hochman, il est plus conservateur et il s'oppose fermement à cette demande de resentencing. Il envoie une lettre au juge en disant non, 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 je veux revenir en arrière, maintenant c'est moi qui suis le procureur général, je veux pas que ça se passe. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse la demande de Nathan Hochman et il dit c'est trop tard et moi je suis d'accord avec l'ancien procureur, je pense qu'il faut qu'on réévalue la durée de la peine. Le 13 mai 2025, il y a eu l'audience de resentencing avec les avocats, etc. Ça a été très court. Et le juge modifie le montant de la peine à 50 ans de prison à vie. Et donc 50 ans de prison à vie, ça veut dire qu'il y a une possibilité de libération conditionnelle. Il n'y a plus ce critère de sans libération conditionnelle. Et ça change tout. Ça veut dire que ça les rend immédiatement éligibles à la libération conditionnelle de Youth Offender. Je vous explique. En Californie, il y a une loi qui dit que pour toute personne qui a commis un crime avant ses 26 ans, qu'elle a purgé 25 ans de prison pour ce crime-là, et il y a le droit de réviser sa peine. Ça veut dire que cette personne, elle est éligible à la libération conditionnelle. On appelle ça
parole d'ailleurs en anglais, c'est parole. La parole, c'est la libération conditionnelle, c'est quand tu sors avant la fin de ta condamnation. Donc ça veut dire que les deux frères, ils sont éligibles à la libération conditionnelle anticipée grâce au Youth Offender. Parce que les deux, ils ont commis le crime avant leurs 26 ans et ça fait plus de 25 ans qu'ils sont en prison. Donc ils peuvent demander de sortir en avant. À savoir que même la famille Menendez se bat pour que les frères sortent. Les frères et sœurs des parents, les cousins, cousines, ils expliquent qu'ils ont pardonné les frères depuis bien longtemps d'avoir tué leurs parents, mais qu'ils ne pardonneront jamais José et Kitty Menendez d'avoir fait subir ça à leurs enfants. Les audiences de libération conditionnelle ont eu lieu le 21 et 22 août 2025. Eric Menendez, le petit frère, a été entendu le 21 août et Lyle Menendez a été entendu le 22 août. Et leurs demandes de libération conditionnelle ont été refusées. Eric, il a vu sa parole refusée parce que le juge lui a expliqué que déjà il trouvait que c'était très choquant qu'il ait tué sa mère. Il expliquait également que Eric, il avait été en Oula, je suis hyper fatiguée. Turbulent, que Eric avait été turbulent en prison, il aurait fait des petits trafics de téléphone, voilà, enfin en gros il fait des petites magouilles en prison et du coup le juge a dit qu'il représentait encore un danger pour la société. Concernant Lyle, le juge a également refusé et il a expliqué que c'était parce que déjà Lyle, il admettait toujours pas que c'était pas de la légitime défense. Il a également dit que même si ça avait été un très bon prisonnier, il avait un comportement qui laissait penser qu'il n'était pas forcément adapté pour la société. Pour ça, le juge a dit qu'il ne les laissait pas sortir de prison. Mais il leur a dit, vous pouvez refaire la demande dans 3 ans et il y aura une nouvelle audience dans 3 ans. Il a dit à Eric, si vous vous tenez à carreau, etc., prenez en compte ce que je vous ai dit et peut-être qu'on pourra en discuter dans 3 ans. Donc voilà, je suis un petit peu surprise de cette décision. Aux États-Unis, c'est dur en vrai, genre c'est tellement tout noir, tout blanc. Les peines de prison, c'est pas du tout comme en France et dans certains cas, c'est génial qu'il y ait des peines de prison très longues pour des gens qui sont très dangereux, mais parfois je trouve ça hyper injuste. Les frères vont-ils avoir une chance de sortir? Alors déjà, ils peuvent faire la demande à nouveau dans 3 ans, mais en plus, je vous rappelle qu'il y a le habeas corpus, ou je sais plus comment on dit, habeas corpus, qui est encore en cours. Honnêtement, je suis pas sûre que ça change grand-chose, ces preuves, parce que... Eh bien, j'avais vu juste, puisque ce mardi 16 septembre, la nouvelle vient de tomber. Le juge a refusé d'ouvrir un nouveau procès suite aux nouvelles preuves qui sont sorties, en expliquant que ces preuves, elles confirmaient bien que les frères avaient été abusés sexuellement par leur père, mais que ça ne prouvait pas qu'il y avait eu de la légitime défense. Et donc, ça ne valait pas une réouverture de dossier. Concernant la fameuse série Netflix Monster, il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que c'est vraiment proche de la réalité. Il y a plein de choses factuelles qui sont proches de la réalité. En fait, ils ont pu reprendre exactement mot pour mot les témoignages des frères, puisqu'on a les vidéos. Il y a également plein de choses qui sont vraies. Par exemple, un des deux frères, il a croisé O.J. Simpson dans les cellules. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Le fait que la mère, elle vous dit qu'elle voulait les empoisonner, ça s'est également vraiment passé. Le fait que par exemple, en l'enterrement des parents, ils aient joué une musique, ça s'est également passé. Mais voilà, après, ça reste une série sensationnelle. Le fait qu'il y ait une relation entre les frères, on les surprend dans la douche en train de s'embrasser, etc. Ça, c'est totalement inventé. Et ensuite, il y a quand même une dimension très sensationnelle. Moi, j'ai adoré la série, hein, attention, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça s'éloigne un petit peu de la réalité. Tous les dialogues entre les parents, les dialogues entre les frères en prison, les dialogues avec le jury, vous savez, qui raconte les histoires, etc. Il y a une grosse touche du réalisateur qui a vraiment une manière un petit peu drôle de dire les choses. Eric a dit d'ailleurs qu'il n'avait pas aimé la manière dont ils avaient dépeint Lyle et que c'était dommage qu'il les ait décrits comme ça. Il y a également des personnes qui m'ont demandé est-ce que les frères ils ont touché des royalties pour la série. Non, cette histoire elle appartient au domaine public. Je pense personnellement qu'ils ont purgé le temps de prison qu'ils devaient purger et qu'il est peut-être temps pour eux de sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse également aller voir la vidéo de Gérard Depardieu que j'ai sortie avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt, gros bisous!